1, 2, 3, 4, 5. Environ. Il a duré entre 5 et 10 secondes. C'était absolument magnifique, bel esprit et aussi presque ridicule. Ah là 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 là. Bah après, vous savez, quand vous jouez contre un adversaire comme moi, franchement, c'est normal de ne pas durer longtemps et de se prendre une raclée littérale. De qui je parle? Je ne parle pas de notre ami Giovanni Vinci, bien sûr. Non, je parle pour ceux qui me suivent sur Instagram. Des stories que j'ai mises hier soir en ligne sur cette partie d'un jeu auquel je joue souvent, que j'ai appris, dont j'ai appris les règles en jouant à Red Dead Redemption, énorme jeu. Je pense pas qu'il doit exister sur Terre une personne qui n'aime pas le jeu Red Dead Redemption, que ce soit le 1 ou le 2. D'ailleurs, le 2, il faudrait que je me le refasse. Comme je l'ai déjà dit, il me semble, dans une review, ou alors c'était lors d'un stage, je sais plus. J'en suis déjà à 26 TL reviews en un mois et demi, même pas, à peu près. Red Dead Redemption 1 est peut-être le seul jeu open world que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie et chaque fois à 100%. Le 2, je l'ai fait qu'une seule fois, il faudrait que je m'y remette, mais le temps est assez limité malheureusement, ou heureusement disons. C'est-à-dire que je suis occupé, donc c'est bel esprit, oh oui, oh oui. Et la reviews, oh oui, on va alors checker le nouveau petit t-shirt du border, oh oui, oh oui, oh oui, pour les vidéos. Et ouais, le 2, il faudrait que je me le refasse, mais le temps est limité. Le temps que met la Terre pour faire une révolution autour d'elle-même est trop rapide pour mes journées qui sont bien remplies. Oh oui, oh oui. Et en parlant de bien remplies, ce SmackDown du 6 septembre 2024 en direct d'Edmonton, en Alberta, au Canada, oh oui, bel esprit, région qui compte beaucoup pour moi, était bien rempli. Mais avant d'y arriver, je termine ma petite histoire. Donc oui, Red Dead Redemption m'a appris à jouer à ce qu'on appelle le poker menteur, ce jeu avec les dés dans le gobelet qu'on retourne et on doit jouer dans la psychologie du mensonge et du bluff, et c'est franchement excellent. Et ouais, j'y joue assez souvent avec mon frère et des potes. Et hier soir, donc je mettais des petites stories et il y en a une que j'ai filmée. Pour ceux qui connaissent les règles, bon, de toute façon, allez voir la story sur Instagram. Vous avez tout en dessous. D'ailleurs, en parlant d'en dessous, je ne l'ai pas encore dit, les amis. J'ai créé un compte TikTok. Bon, j'ai encore rien posté dessus. Justement, alors, il me faudrait un petit tutoriel TikTok parce que, allez, j'ai 40 ans, les amis, mais je me mets toujours au goût de l'actualité et de ce qui est de nouveau et ce qui mousse. Alors, même si TikTok, c'est pas nouveau, pour moi, oui, ça l'est. Donc, n'hésitez pas à me balancer des conseils dans les commentaires sur aussi le genre de contenu que vous pensez pourrait marcher sur TikTok. Bref, tout ça pour dire, en dessous, vous verrez mon Instagram et dans les stories avant, on va dire, ce soir, 23 h, vous pourrez encore voir cette magnifique explosion contre un copain de mon frère. Je sors 2-6 et lui il n'avait plus qu'un dé en face et ouais, en quelques secondes je l'ai explosé. Donc le dé, c'est pour ça que je disais il a duré que quelques secondes. Oh oui, et c'est pas le seul à n'avoir duré que quelques secondes. Et non, je ne vais pas faire, croyez-moi, marquez mes mots dans votre esprit, je ne vais pas faire de sous-entendu, j'allais dire baveux, de sous-entendus relous et de vieux jeux de mots dans cette review. Croyez-moi, je ne vais pas le faire. Je ne promets pas, mes jambes sont croisées. Oh oui. Et donc, SmackDown du 6 décembre 2024, après cette introduction venue tout droit de l'espace intergalactique, là d'où nous venons tous, parce que, à défaut d'être des starseeds, nous sommes un peu des poussières d'étoiles. En parlant de poussière d'étoiles, on peut dire que le public de SmackDown avait des étoiles dans les yeux et l'ambiance était assez survoltée pour le début de ce show avec une promo de Cody Rhodes. D'ailleurs, j'étais très étonné. La WWE a, j'allais dire, cassé beaucoup de ses codes télévisuels dans ce SmackDown, déjà, primo. Donc, au début du show, vous avez toutes ces petites séquences où on voit arriver les superstars avec leurs valises et... Très souvent, c'est filmé vers 2 ou 3 heures de l'après-midi, alors qu'ils sont sur place déjà depuis midi. C'est énorme. Mais j'adore le travail télé, c'est franchement très excitant. Le catch live, vous savez, juste avec un public, c'est franchement bien. Mais le travail télévisé, c'est autre chose. La pression est vraiment là et on sait que tout ce qu'on fait, c'est immortalisé pour toujours en vidéo, sur Internet, pour toujours, à la vue de tout
le monde entier, pas juste les fans. Et c'est pour ça que moi j'aimais beaucoup le travail télé, que ce soit NXT ou encore Impact. Et donc, ils font toujours ces petits clips vidéo où on voit les superstars qui arrivent avec leurs valises, qui sortent de leur voiture ou qui sont dans le parking ou dans les couloirs. Et là, par contre, on n'en a pas vu. On n'a pas vu Cody Rhodes faire ça. On a vu un clip où Cody Rhodes signait des photos. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Du nouveau? Va-t-on ne pas voir des plongeons avant la pub? C'est ce que nous allons voir dans cette hashtag. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? TLR Reviews, oh oui, de ce SmackDown de début septembre 2000. Le premier SmackDown. Alors, le premier SmackDown de septembre 2024, mais le dernier sur Fox. Parce que la semaine prochaine, SmackDown repasse, je sais pas, sur USA Network. D'ailleurs, je pense qu'en fait, USA récupère SmackDown parce qu'ils vont perdre Raw, parce que Raw va passer sur Netflix. D'ailleurs, quand ça passera sur Netflix, j'y pensais encore hier, justement. On en parlera, je pense, à la fin de la vidéo par rapport à la question que j'ai sélectionnée. Mais le deal Netflix à 5 milliards de dollars, je suis vraiment... Bon, je ne sais pas si on l'aura. Ça serait un truc pour Dave Meltzer de enfin servir vraiment à quelque chose, de choper les détails du deal Netflix de 5 milliards. Est-ce que c'est 5 milliards cash qui vont dans la poche de TKO et de la WWE, ou alors c'est une association entre les revenus publicitaires, etc. Je suis très curieux de savoir. Parce que 5 milliards, je ne sais pas si vous imaginez, mais la thune que c'est. Enfin, bref, en parlant de thunes, donc je pense qu'ils ont fait pas mal de thunes sur ce show à Edmonton, parce que la foule était bien chaude, bouillante pour le segment d'ouverture, c'est-à-dire un segment promo par Cody Rhodes, qui commence par son... inimitable. So, Edmonton, what do we want to talk about? Alors, la team Bel Esprit, de quoi veut-on parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de SmackDown. Oh oui, oui, pour la 20e fois, si vous n'avez pas encore compris. Donc, dans cette promo, notre ami Cody Rhodes invite la Bloodline à venir sur le ring. Un petit monster pour augmenter les énergies, comme si elle n'était pas déjà assez élevée, avec ses... tempête solaire qu'on prend sur la tronche. Et donc la Bloodline arrive. Et j'aime de plus en plus cette nouvelle Bloodline parce qu'elle a vraiment un côté bestial qui pousse de plus en plus. Notamment avec les GOD, Guerrillas of Destiny, Tama Tonga et Tanga Loa, ou Tonga Loa. Je crois qu'il appelle Tonga Loa maintenant à la WWE. C'est plus un A, c'est un O. Et on sent qu'il développe de plus en plus ce côté bestial. Il y a Tama Tonga qui ricane comme une hyène et Tonga Loa qui commence aussi à rajouter des mimiques sur son visage. Franchement, c'est pas mal. Ce côté bestial, c'est très intéressant. Et en parlant d'intéressant, ce tease qui commence à nous amener, vous l'aviez dit déjà dans les commentaires, ce tease qui commence à nous amener entre Jacob Fatu et Solo Sikoa. Avec éventuellement peut-être down the line une trahison ou alors un tournage de dos, un retournement de dos de Jacob Fatu envers Solo Sikoa. À voir. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça va être le thème de SmackDown pour les prochains mois. Teaser des ruptures ou des trahisons. Parce qu'on va avoir Jacob Fatu et Solo Sikoa. On va avoir Tiffany Stratton et Nia Jax. Et on va avoir Grayson Waller et Austin Theory. Bon. Autant vous le dire tout de suite, c'était un très bon SmackDown, ça oui, mais quand on fait le bilan et qu'on prend un peu de recul, qu'on essaie d'avoir une vue générale sur tout ce qui se passe, il y a beaucoup de similitudes quand même. Mais en tout cas, c'était un très bon SmackDown. Et donc, en parlant de très bon, cette promo était pas mal, parce que on a eu beaucoup d'indications sur la direction des prochaines semaines, et donc apparemment, Solo Sikoa redevient aspirant numéro 1 pour le titre de Cody Rhodes. Tant mieux parce que ça permet de relancer une rivalité qui est un peu plus ancienne et surtout redonner un peu plus de concret à Cody Rhodes parce que c'est vrai que sa feud avec Kevin Owens c'était pas franchement imprévisible on va dire pour ne pas dire autre chose et donc avant que le segment se termine en baston général arrivent les Street Profits et DIY mon équipe qui est loin d'être mon équipe préférée dans le catch actuel. Et donc, on a un face-off entre les babyface et les heels. Et notre ami Nick Aldis, qui était beaucoup présent. Enfin, notre et mon ami aussi, Nick Aldis, qui était très présent d'ailleurs sur ce show. Autant on ne l'avait pas trop vu ces dernières semaines, mais là, il était présent dans 3 ou 4 segments faciles. Arrive et met en place un main event, un match à 8 entre donc les Babyface, Street Profit et DIY et la Bloodline entière. Alors, petit commentaire très technique et très honnête. Heureusement que Johnny Gargano était au premier plan
sur le visuel des 4 contre 4. Parce que s'il avait été derrière, eh ben, on ne l'aurait plus vu. La semaine prochaine, on aura un match en cage entre Cody et Solo pour les débuts de SmackDown sur USA Network. Pareil, là aussi, parfait storytelling. Vu que la Bloodline intervient tout le temps, et bien maintenant, on va faire ça dans une cage pour empêcher les gens d'intervenir. Alors, il y aura sûrement des surprises, je pense, mais en attendant, niveau storytelling et niveau utilisation des matchs à stipulation qui ont du sens, oh oui, je suis très fan. Parce que une chose aussi en catch qui personnellement, je trouve, alors à la fois dommage et je n'aime vraiment pas, c'est quand on balance des stipulations de matchs comme ça, sans queue ni tête. C'est genre, oulala, on a fait trop de matchs simples, alors allez, faisons autre chose. Et là, on balance un match à table ou un TLC match, on ne sait pas pourquoi, mais juste parce que pour donner quelque chose de nouveau. Si le booking est comme ça, c'est de la paresse scénaristique, de la paresse créative, et je n'en suis pas très fan. Suite à ce bon petit segment promo d'ouverture de show, qui donne le ton aussi bien pour cette soirée, mais pour le SmackDown de la semaine prochaine, donc double objectif accompli, on a un segment backstage assez court avec Tiffany Stratton et Nia. Alors là, mes amis, je vais garder mes lunettes, parce que je vais vous faire beaucoup de clins d'œil, je pense. Mais j'ai remarqué deux grosses choses dans ce segment. Pour ceux qui l'ont vu, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Dans ce segment, j'ai remarqué que déjà, premier gros truc qui saute aux yeux, parce qu'il y en avait deux qui sont sautés aux yeux direct. La dynamique et le booking de cette storyline entre Nia et Tiffany est franchement très caricaturale dans les vestiaires, mais ça amène une histoire qui va se prolonger et que les fans ont vraiment envie de voir parce qu'ils sont investis émotionnellement dans les deux grosses personnalités de ces deux catcheuses. Là, c'est le premier truc. Et le deuxième gros truc que j'ai vu, c'est que c'est avec Tiffany Stratton. Alors là, j'avais les yeux que sur ça. Elle est naturelle. Elle est naturelle. Elle est naturelle au micro. C'est une naturelle au micro. Elle a très grosses qualités qui me font dire qu'elle est naturelle. C'est qu'elle a, d'un côté, la personnalité, et de l'autre, le charisme inné. Et quand vous mettez ces deux ensemble, vous ne pouvez pas ne pas la regarder à l'écran. Parce qu'elle a vraiment ces deux grosses qualités, en tout cas niveau personnalité. Et donc franchement, ce segment backstage, j'ai adoré. Et on a enchaîné donc ce segment avec un match simple entre Bayley et Tiffany Stratton. Et là, franchement, donc le match était absolument magnifique. Mes amis, franchement, wow, il y avait de la lutte, il y avait de la violence, il y a une histoire magnifiquement racontée qui a fait avancer tout ce match, a été franchement respect total. Je me demande même d'ailleurs si c'était pas le match de la soirée, parce que je me souviens pas des autres matchs pour l'instant. Il faudrait que je descende dans mon récapitulatif du show, mais franchement, oui, je pense très certainement que c'était le match de la soirée. Donc bravo Bayley, bravo Tiffany. Et d'ailleurs, en parlant de magnifique, je redis, Tiffany Stratton, bon, on le sait tous, mais là, maintenant que j'ai vu vraiment un match d'elle seule et que je la regarde de plus en plus, mes yeux ne décollent pas de l'écran quand elle est là parce c'est vraiment une future méga star. D'ailleurs, en parlant, Tiffany Stratton, elle a deux autres très grosses qualités. Son moveset et ses tenues qui sont superbes. Franchement, on voit que la meuf, elle investit dans son look, elle investit dans tout, dans son apparence et sa présence de star. Franchement, je vous l'annonce, quand elle tournera babyface, ça va exploser, il y en aura partout sur les murs. Là, je vous le dis tout de suite. Parce que c'est ça. Alors, bravo aux recruteurs de la WWE. Je pense qu'elle faisait partie du programme Next in Line. Alors, ça a apporté quelque chose de très bénéfique. Et franchement, elle, c'est une naturelle. C'est une naturelle. Ça se voit direct dans le ring. Dans le ring et dans les backstage. Elle a la personnalité. Elle a tout. Enfin, franchement, elle a tout là où il faut. D'ailleurs, en parlant de là où il faut, j'adore également ces deux belles rangées de dents. Elle a un sourire magnifique et son sourire est pour moi, je vous le dis sincèrement, quand on la voit qu'elle est fière d'elle, même si elle est heel, c'est pas grave. Franchement, on lui pardonne tout, vu ses très nombreuses grosses qualités. Elle a un tellement beau sourire que je trouve que son sourire, c'est ma courbe préférée sur Tiffany Stratton. Ouais. Oh oui, oh oui. Et heureusement que j'ai les lunettes, parce que vous ne voyez pas tous les clins d'œil que je fais. Ouh là 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 là. Et franchement, elle me motive, Tiffany Stratton, à faire les reviews. Bon bref, c'est pas... Ouais, enfin, il n'y a pas que juste Tiffany Stratton. Bon bref. Et ouais, donc, fin du match, Nia Jax intervient, mais coûte la victoire, bon, sans faire exprès, à Tiffany Stratton.
Et franchement, ça va être magnifique. Parce que je vous promets, là, je le sens. Ça y est, je vois la direction dans laquelle ils vont. Les fans vont petit à petit supplier Tiffany Stratton d'encaisser son Money in the Bank, sa mallette Money in the Bank. Argent à la banque. Ça va être tellement bien amené, ça va être tellement progressif que les fans vont... Ouh là là, vas-y, mais fais-le! Fais-le. Ils vont limite l'encourager à le faire. Do it. Et quand elle va enfin le faire, ça va être un méga babyface turn. Et là, je pense que ça pourrait être aussi un angle et surtout une possibilité pour Tiffany Stratton. Donc, non seulement de tourner babyface, donc là, elle va exploser parce qu'elle a tout. Elle a le moveset, elle a le look, elle a la personnalité pour être babyface. Enfin, elle a la force de personnalité. Pas pour l'instant, elle a une personnalité de heel, mais elle a tellement de charisme et de personnalité que quand elle passera babyface, ça se fera naturellement. Et partie de là, je pense qu'elle peut avoir en babyface une vibe beaucoup plus sérieuse. Parce que là, elle fait un peu la bimbo, un peu bêtasse, mais si elle joue le coup en faisant je faisais exprès d'être bête pour rentrer dans ta tête, Naya, et remporter le titre quand il le fallait, bel esprit. Et là, elle prend une vibe beaucoup plus sérieuse, babyface, et elle devient probablement, alors peut-être pas une des plus grandes babyface de tous les temps, on ne sait jamais, mais en tout cas une très très grande babyface pour de nombreuses années à venir, parce que je crois qu'elle a aux alentours de 25, je crois, 25-26 il me semble. Si elle est plus jeune que ça, très bel esprit. Hein. Mais ouais, franchement, très très bel esprit. Et donc, ce booking, cette fin de match, c'est splendide et c'est sans faute parce que on a un match qui construit tout le monde. Il reconstruit Bayley, il fait avancer la feud, il protège Tiffany parce qu'elle a perdu à cause de la distraction. Et franchement, ça fait avancer la storyline de façon absolument magnifique. Donc bravo. Encore une fois, c'est basique, simple, mais efficace. Ça résume bien la WWE. Oh oui. Suite à ça, nous avons un backstage très rapide, une petite vidéo backstage avec Legado del Fantasma, l'héritage du fantôme. Pourquoi j'ai pris note? Parce que bon, déjà Primo c'est bien, ça les met en avant, ça leur donne un petit quelque chose, même si c'est quoi, 2 minutes à l'écran, c'est pas grave, au moins ils sont présents sur le show. Pareil, c'est immortalisé pour toujours. Et c'est surtout que j'ai remarqué que le décor était franchement dégueulasse. On sent que ça a été fait à la va-vite. Ils ont mis, allez hop, vite, faut qu'on tourne un truc parce que vous n'êtes pas sur le show, ou alors peut-être votre match a été coupé, je sais pas. Allez, on met un rideau orange, marron, une table, des chaises, et les chaises elles étaient en bois, ça faisait vraiment pas classe. Et hop, on firme ça, et hop, action, on tourne. Bon bref, ça m'a fait entre guillemets sourire, mais c'est le genre de truc que je remarque direct. J'ai l'impression qu'ils ont dû tourner ça vite fait dans les vestiaires de l'arène à Edmonton. Et bon, encore une fois, tant mieux pour eux, ils sont à l'écran et ils font un petit truc. Mais ouais, on sent que ça a été fait un peu au dernier moment, parce qu'au final, ça ne fait pas avancer grand chose. Ça les maintient à l'écran. Ça les maintient un peu leur vibe de heel et montre leur clan un peu en genre mafia mexicaine, cartel peut-être. Ils ont tous des gueules, enfin surtout notre ami expert en prise de soumission Santos Escobar et Carmen, je crois, qui est avec elle. C'est quoi, c'est ça son nom? J'ai toujours pas vu catcher, je sais pas ce qu'elle vaut dans le ring. Et après les deux gars en équipe, ça va, les deux gars en équipe ils ont moins de charisme, mais ça va, c'est une équipe. En équipe on peut se permettre d'avoir moins de charisme parce que la dynamique c'est l'équipe, c'est pas trop la personnalité unique de la personne. Oh oui. En parlant d'unique et de personnalité, suite à ça, on a les grands débuts, très courts, de Giovanni Vinci contre Apollo Crews. Et franchement, yo, c'était énorme. Bien évidemment, le titre de la vidéo est un clin d'œil à ce match. Parce que, ouais, je pense que personne n'a vu venir ça, mais c'est énorme. C'est énorme. Parce qu'avec les promos qu'on a eu de Giovanni Vinci, on s'attendait tous à un énième début où il gagne. Même moi, je l'ai déjà dit dans mes reviews. Et là, le gars, il perd en quelques secondes parce qu'il mettait 20 ans à se préparer. J'adore. Franchement, bravo. La WWE, vous me faites encore rêver, vous m'avez fait exploser de rire. Et c'est énorme parce qu'en fait, ça laisse énormément de possibilités scénaristiques pour la suite. Soit, déjà, ça reconstruit Apollo Crews. Bel esprit. Il en a besoin, c'est un très bon catcheur et très gentil. C'est probablement un des plus gentils que j'ai rencontré à NXT. Il est adorable. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'il mousse pas autant parce que quand vous êtes trop gentil niveau personnalité, c'est dur de vraiment mousser. Et parce qu'il faut avoir ce côté un peu... je n'allais pas dire méchant, mais il faut faire sortir une partie de soi qu'on ne montre pas forcément dans les vestiaires, primo. Et deuxièmement, il le mérite, c'est un athlète de ouf, il a un physique de ouf, il s'est toujours entraîné très dur, lui au moins il a un physique. Et contrairement à d'autres qui étaient dans le main event, et de ce show de SmackDown, dans un match à 8, et voilà, donc ça reconstruit Crews, ça peut donner suite à un rematch de Vinci qui fait attends, c'est quoi, en maquet, en parlant avec les mains, s'il parle bien italien, et
ce qui, selon certains catcheurs italiens, n'est pas vraiment le cas. Il a un fort accent allemand quand il parle italien. Je sais pas, je parle pas italien malheureusement, même si la rufa, c'est calabré. Et donc, oui, il peut aller se plaindre en exigeant un rematch, qui peut reperdre, et alors là, il repète vraiment un câble, et donc il devient beaucoup plus sérieux. Enfin, franchement, c'est énorme. C'est énorme. Toutes les bases sont couvertes, et surtout, ça surprend. Et puis, ça va, ça passe. Parce qu'il s'est pas fait enterrer. Il faut tout, voilà, il faut de tout dans un show de catch. Et c'est souvent ce qu'on nous disait à... Alors ça, c'est Lens qui nous le disait. C'était même pas au Performance Center. Il nous disait... le catch, c'est comme le cirque, c'est un variety show. Il faut de tout. Il faut des clowns, il faut des animaux, il faut du funambule, il faut des trucs avec du feu, il faut de tout sur le show. Et là, franchement, ce match, ce segment, il était top. Parce que personne s'y attendait, je pense. Et tout le monde a popé et tout le monde est gagnant, en fait. Bel esprit, oh oui, oh oui. Alors, en parlant de tout le monde est gagnant et surtout de ce qui était énorme, bon, enfin, pour moi, c'est surtout ça que l'œil du pro a retenu, hein, je vous le dis tout de suite. Et franchement, ça va peut-être vous faire sourire ou vous n'allez pas comprendre, mais moi, je vous le dis, ça m'a limite choqué. Il faut que tu m'expliques, Giovanni Vinci, comment tu arrives à garder ton torse aussi brillant et donc huilé, alors que tu as porté une jaquette, enfin une veste, pendant toute ton entrée, pendant au moins 2 minutes. Ça, faut m'expliquer. Parce que moi, alors à moins que tu aies mis de l'huile à l'intérieur de la veste et quand tu l'enlèves, tu es toujours bien brillant, ça, faut m'expliquer. Parce que ça, c'est toujours relou. Vous savez, quand vous faites votre entrée, vous mettez de l'huile baby oil sur le corps pour être bien brillant, ou alors du coco butter, ça aussi, c'est pas mal. Le coco butter, c'est encore mieux parce que c'est moins gras, ça glisse moins, mais ça fait bien briller. Oh oui, oh oui. Et donc, le mec, il enlève sa veste et il est toujours tout brillant. Frérot, explique-moi comment tu fais. Franchement, je suis preneur, hein, je suis preneur. Parce que, bon, après, le problème, c'est que si tu fous en l'air chacune de tes vestes parce qu'elles sont remplies d'huile, bon, c'est peut-être... bon, toi, t'as la paye pour le faire, hein, à la WWE, ça, je m'en doute pas. Mais voilà, quoi, c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce segment en tant que professionnel et avec l'œil du bel esprit du pro. Oh oui, oh oui. Suite à cela, nous avons un triple threat match qui a été construit et annoncé un peu plus tôt dans la soirée entre Kevin Owens, Grayson Waller et Austin Theory. Alors, à TDU, Eastern Down Under semble partir au début pour bosser en équipe dans ce match. Parce qu'en plus, ils font leur rentrée ensemble, ok, même dans un triple threat match. À voir au long du match comment ça va évoluer et surtout comment la storyline va évoluer. Alors là, ce qui était énorme, franchement, dans ce match, c'est que nous n'avons pas eu un plongeon avant la pub, mais un powerbomb à travers une table parce que c'est un triple threat match et il n'y a pas de disqualification dans un triple threat match. Alors, je comprends pourquoi on ne fait pas un low blow dès le début du match, dans ces cas-là, mais peu importe. Suspension de crédulité. Oh oui, oh oui. Et donc oui, très très impressionnant de voir que dans ce SmackDown, ils ont cassé tous les codes télévisés de la WWE. Peut-être c'est pour le passage sur USA Network, qui sait. Mais pas de plongeon avant la pub. Cody Rhodes qui signe des photos au lieu d'arriver avec sa valise de début de show. Mais qu'est-ce qui se passe? Serait-ce la fin du monde? Est-ce qu'un météorite va arriver sur nos têtes? Est-ce que le soleil va finalement enfin faire cette éjection de masse coronale? Faut pas le dire trop fort parce que sinon vous êtes shadowban sur Instagram. À voir, à voir. Est-ce que notre ADN va évoluer? Nous allons tous devenir des êtres de 5e densité ou de 5e dimension? Peu importe. À voir, mes amis, à voir. Oh oui, oh oui. Dans tous les cas, ce triple threat match a été bien construit. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est bien. Encore une fois, WWE, comme le match avec Bayley et Tiffany Stratton, ils se servent du catch et des matchs pour faire avancer les storylines et c'est basique mais efficace. Là, par exemple, dans ce match, première prise de tête entre les deux heels sur la tentative de tomber presque volée par Grayson. Grayson essaie de gagner le match, Austin le relève, fait « Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Attends, c'est chacun pour soi dans ce match, c'est moi qui viens de faire la prise, calme-toi, tu vois. » Et là, c'est super parce que c'est basique, c'est simple à comprendre et c'est efficace. Et on commence à voir qu'il commence à se prendre la tête comme ça. Storytelling parfait, on utilise le catch pour raconter une histoire. Oh oui, oh oui, bel esprit. Bon, victoire de Kevin Owens, je pense que c'était prévisible. Et magnifique vente du stunner, d'ailleurs, par Austin Theory, bel esprit. C'est toujours marrant de prendre des prises et d'essayer de les vendre d'une façon la plus créative et divertissante possible. Ça me rappelle les coups de pied que je prenais d'Azuka. C'était au dernier entraînement TPW, je leur avais montré comment moi je prenais les coups de pied d'Azuka. C'était énorme. Franchement, je sais pas, je pourrais pas le montrer en vidéo. Il faut venir à un stage de catch avec Tom Larefa pour que je vous montre comment je les vendais. Mais c'était franchement énorme. Parce que, ouais, c'était... Je peux même pas le décrire. Je peux même pas vous le décrire. Il faut le voir pour le croire. Parce que si je vous le décris, vous ne me croiriez pas. Mais si je vous montre, vous pourriez vous dire, c'est vrai que ça passe en plus. Oh oui, oh oui. Tout ça pour dire, victoire de Kevin Owens. Et on dirait que la séparation entre Eastern Down Under est encore un peu repoussée. Donc bel esprit, ils vont faire durer ça. Comme, encore une fois, Tiffany Stratton et Nia Jax, ou Solo Sikoa et Jacob Fatu. Parce qu'à la fin du match, les deux heels attaquent Kevin Owens. Et ils se rabibochent, ils se remettent ensemble. Donc, à voir suite au prochain numéro. 5 ans que SmackDown est sur Fox. Ça promet un gros épisode la semaine prochaine pour les débuts de saison sur USA Network.
Oh oui, oh oui. Ouais, comme je vous dis, je suis très curieux de savoir comment sont négociés ces deals télé. Mais nous verrons ça, encore une fois, à la fin de la vidéo. Promo de LA Knight, de Louis-Albert Chevalier. Alors, promo basique, bien efficace comme d'hab. On sent, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous le sentez, dites-le dans les commentaires, mais on sent que Louis-Albert Chevalier a de plus en plus confiance en lui au micro. Il a tout, il a le look. J'allais dire, alors ça aide d'être champion. Ça aide d'avoir la machine derrière soi. C'est ce que je dis toujours. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs pour Kevin Owens. Moi, vous savez, j'ai jamais caché qu'au début, à son arrivée à NXT, Kevin Owens, je ressentais pas grand-chose, aussi bien au micro que quand je le voyais dans le ring. Et après 10 ans d'être mis en avant à la WWE, si la confiance n'est pas là, c'est qu'il y a un problème. Et donc là, LA Knight, on sent qu'avec juste quelques mois d'avoir vraiment la machine derrière lui, là, il commence vraiment à sortir son côté méga star. Et c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Mais voilà, quand le booking est avec vous, il y a tout qui suit normalement. Carmelo, Ace et Andrade arrivent. C'est un angle intéressant parce que ouais, je ne voyais pas ces deux-là se mêler au paysage du titre américain. Peut-être que la semaine prochaine, je crois qu'ils vont encore s'affronter, il me semble, ils sont à 2 partout, l'un et l'autre. Donc, best of 5 series. Donc, bel esprit, ils ne l'ont pas dit officiellement, mais c'est un peu l'idée. Peut-être que le gagnant de cette feud, je les vois bien faire un match nul. Et au final, après, ils vont faire un Iron Man match. Ouais, peut-être. Peut-être qu'ils vont se faire un match nul, genre un double pinfall ou un time limit draw. Et ils vont décider ça en Iron Man match. Et le vainqueur de l'Iron Man match affrontera LA Knight pour le titre américain. Ce serait un bon petit booking qui, encore une fois, met le catch en avant et donne de l'importance aux victoires. Oh oui, oh oui. Oh oui, d'ailleurs. En parlant de oui, le t-shirt d'LA Knight, bel esprit. Je crois que c'est la première fois que je l'ai vu à la télé avec. Je suis allé le voir sur www.shop.com. Bel esprit. Je crois que c'est George Washington qui traverse le Delaware, mais à la place, t'as LA Knight qui brandit le titre américain. Et il y a juste marqué citation, yeah, LA Knight. Bel esprit. Je kiffe ce genre de truc. D'ailleurs, ça m'a fait penser. Je vais voir. Yo, vous savez quoi, les amis? Bon, après, je dis ça comme ça, hein, mais j'adore Manowar, d'accord? Vous savez, Manowar, bel esprit, gros groupe de métal. Et je me disais, ça serait énorme de faire un design de t-shirt, mais pompé sur une jacket d'album de Manowar. C'est-à-dire les trucs avec les drapeaux, le ciel en flammes derrière et les mecs super balèzes, mais avec moi en spartiate dessus. Franchement, s'il y en a qui veulent tuer un peu de temps, allez-y les amis, soumettez les idées de design de t-shirt. Si, j'allais dire, si je me motive et que je les fais imprimer et que j'en fais faire, je vous en balance 2 ou 3 exemplaires. Oh oui, à celui qui me fait le plus beau design. Oh oui, je l'ai dit. En plus, c'est en vidéo maintenant, donc je suis engagé. Respect de la parole donnée. Donc, suite à cette promo de Louis-Albert Chevalier, nous avons un match simple entre Chelsea Green, que ça m'a fait beaucoup plaisir de l'avoir de la revoir en action, contre Michin. D'ailleurs, petite anecdote très rapide. Chelsea Green donc, a été entraînée par Lance Storm, pour que vous le sachiez. Elle avait participé à Tough Enough, mais je l'avais vue, que je ne vous dise pas de bêtises. Je sais que j'étais allé manger avec elle à Calgary en novembre, je ne dis pas de bêtises, en novembre 2015. Ouais, c'est ça, pour Thanksgiving. Thanksgiving aux States, c'est fin novembre. Ouais, c'est ça. Là, en général, Thanksgiving au Performance Center, on avait 3 à 4 jours off. Et en 2015, j'étais monté voir Lance à Calgary. J'étais allé chez lui d'ailleurs, il m'avait accueilli, bel esprit, merci Lance. Et donc j'avais rencontré Rachel Ellering, la fille de Paul Ellering. J'avais vu son premier match simple sur un show à Edmonton d'ailleurs. Le monde est petit, Edmonton, la ville où il y avait SmackDown. Encore une fois, des synchronicités. Et lors de ce séjour de 3-4 jours à Calgary, ça m'a fait super plaisir de revenir. Par contre, il faisait super froid, il y avait énormément de neige. J'étais allé manger au resto. On avait fait des sushis, je crois. À l'époque, je mangeais encore de la viande. Avec Chelsea Green. Elle n'était pas encore avec Matt Cardona. Et bon, il ne s'était rien passé, malheureusement. Et mais voilà, c'est parce que soit je l'avais rencontrée lorsqu'elle faisait Tough Enough, ou alors pas encore, elle était sur le point de le faire. Bref, dans tous les cas, ça pour dire, ouais, Chelsea Green, et je l'avais revu à Impact, ça aussi, oui, à Impact quand j'y étais, elle y était. Je sais plus c'était quoi son nom, Chelsea, il me semble, je sais plus son nom. Bref, donc Chelsea, c'était super de la voir et tout, parce que franchement, bon, elles ont très bien bossé, elles ont bossé très dur. Alors là, par contre, même si j'aime beaucoup ces deux catcheuses, qui étaient à Impact quand j'y étais, je pense de plus en plus que la WWE rajoute un bruit de fond sur tout le show. Là, c'est tellement flagrant.
Dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'il y en a un ou deux qui ont fait des recherches et ils ont senti que ça se répète la bande son. Et là, en fait, je l'ai écouté aussi bien en vitesse 1.1 qu'en vitesse 1.5. Yo, c'est beaucoup trop régulier ce bruit de fond de la foule, surtout dans des matchs entre guillemets comme ça, où malheureusement l'univers WWE n'est pas vraiment familier avec les catcheuses qu'il y a à l'écran. Et donc par conséquent, ça me semble très bizarre qu'il reste on tout le match. Surtout quand on avait vu que pour Sonya Deville et ses potes, en fait, elle était quasiment morte. Alors peut-être que depuis cet événement, ils veulent plus ça et ils mettent toujours ce bruit de fond. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez le même ressenti. Parce que là, franchement, je commence vraiment à me poser des questions. Oh oui, oh oui. En attendant, les catcheuses se sont donnés à fond. Victoire de Chelsea avec l'aide de Piper Niven, c'est ça? Parce que moi, je l'appelle toujours Viper. La blonde un peu corpulente. Mais très très talentueuse. Hein. Vous savez qu'elle avait bossé à la WS il y a 15 ans maintenant peut-être. Ouais, 2011-2012. On l'avait booké à la WS. Elle était venue faire quelques week-ends. Et comme d'ailleurs aussi Liberty, qui est la copine de Will Ospreay, Alex Windsor. C'est ça, Alex Windsor. Elle était venue à la WS à l'époque, elle était toute jeune, elle devait avoir quoi? Oula, 18-19 ans, et elle s'appelait Liberty. C'était la mère de Paige, Saraya Knight, qui l'avait entraînée. Donc ouais, victoire de Chelsea, cool. Espérons qu'on va avoir un peu plus d'elle. Ça me ferait vraiment plaisir de l'avoir plus à l'écran parce qu'elle a une super personnalité. Chaque fois dans les backstage, les promos backstage, je l'adore. Elle a de la personnalité, elle a un très bon look. Elle aussi, elle a deux grosses qualités, deux DE tout court, grosses qualités, oh oui, oh oui, et bel esprit. Alors, ils annoncent, bon, ils l'ont déjà annoncé, mais que Raw sera à Calgary la semaine prochaine. Oh oui, oh oui, Calgary, ville qui compte beaucoup pour moi, étant donné que c'est la ville. Alors certains qui disent c'est la capitale du catch au monde, peut-être pas, mais en tout cas, le foyer, le berceau, le noyau qui a produit d'énormes et d'excellents catcheurs dans l'histoire du catch, et c'est là-bas que j'ai appris le catch. Donc ça, il me tarde de le voir, d'autant plus qu'apparemment ils ont annoncé que Bret Hart sera en tout cas backstage. Je ne sais pas s'il sera à l'écran, mais en tout cas il sera là. Oh oui, à voir. Et enfin arrive le main event pour un SmackDown qui est c'est toujours, j'allais dire, digeste et agréable quand même de regarder pour moi SmackDown, parce qu'en général le show, surtout sans la pub, fait environ 1h30, donc c'est bien, parce qu'après presque 2h30 de Raw, 2 heures de collision, de collision ouais, c'est parce qu'il laisse les pubs là où je le regarde. SmackDown c'est la fin de semaine, oh oui. Mais bon, la semaine est loin d'être terminée, mes amis, et on va voir ça tout à l'heure. Bref, en attendant, avant ça, le main event, 8-man tag match entre DIY et Street Profit contre la Bloodline. Donc bref, franchement, bon match. Il y a eu beaucoup d'action, ça a été très très bien construit. Grosse entrée et gros look de la Bloodline, comme je l'ai dit, ils ont vraiment une présence que je trouve que même la Bloodline précédente n'avait pas en fait. Avec les Usos, je trouve qu'ils n'ont pas autant de présence bestiale et animale et dangereuse que Tama Tonga, Tangaloa et encore plus Jacob Fatu. Oh non. Là aussi, alors j'ai pas compris. Là, je suis complètement perdu. Il n'y a pas eu de plongeon avant la pub. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est la WWE a changé. Ça va plus s'appeler WWE. Je ne comprends plus. Je suis perdu. Je suis littéralement perdu. Déjà que je suis perdu parce que j'aime la AEW. Alors tout le monde m'a dit que ça serait pourri et que je détesterais ça. Maintenant, la WWE ne met plus de plongeon avant les pubs. Je suis perdu. Je sais pas. Ou alors est-ce que c'est Fox qui a dit non, mais attendez, vous faites trop ça avec Raw et sur USA. Nous, on veut pas de plongeon avant la pub. Je sais pas. Je sais vraiment pas, s'il vous plaît, il faut m'aider, je suis un peu perdu parce que je vais passer la journée à bosser sur des vidéos aujourd'hui, mais en attendant, avant que j'enchaîne sur cela, je tiens à vous faire remarquer que le double relais passé par Tommaso Ciampa, qui s'appelle comme moi, Thomas Ciampa, what the hell, enfin comme moi, même prénom, le double relais passé en même temps sur, c'était quoi, Gargano et Dawkins, je crois. Superbe idée, franchement je me rappelle même pas avoir déjà vu ça dans ma carrière, mais c'est une super idée parce que encore une fois d'un point de vue catch et storytelling, ça protège totalement Solo Sikoa, qui lui aussi il rentre dans le ring lors de ce hot tag comme on dit, c'est-à-dire le relais où tout repart en live. Et là en fait on a besoin de 2 gars pour mettre en danger Solo Sikoa, et c'est parfait parce que ça le protège par rapport à son match la semaine prochaine contre Cody Rhodes, parce que ça aurait été vraiment naze, alors ultra naze, il faut que je le dise, ultra naze que Solo Sikoa soit mis en difficulté par un mec avec le gabarit et le physique de Johnny Gargano. Mais là, comme ils sont 2, ça passe. Et surtout, ça le protège. Et ça le protège encore plus, étant donné que c'est lui qui gagne le match, suite à ce que Jacob Fatu fasse le ménage sur le ring. Donc ça impose Jacob Fatu comme le mec qui fait le ménage. Ça impose Solo Sikoa comme le mec qui domine et qui contrôle mentalement Jacob Fatu et qui gagne le match et qui est en position de force pour son match qui arrive la semaine prochaine dans la cage contre Cody Rhodes.
Toutes les bases ont été couvertes, comme on dit en anglais, et surtout par rapport au baseball, sport que j'ai pratiqué de nombreuses années quand j'étais adolescent. J'étais troisième base et champ droit, et j'avais été sélectionné pour l'équipe PACA de baseball. Ça fait qu'au vu du ministère de la Jeunesse et des Sports, j'étais athlète de haut niveau, et de toute l'équipe, j'étais celui qui envoyait la balle le plus loin, parce qu'il y a une technique pour envoyer la balle, surtout quand vous êtes au champ gauche, droit ou champ centre, pour la lancer notamment pour qu'elle arrive au point, comme on dit, pour éventuellement éliminer le baseballer, ça se dit baseballer, baseball, bref, qui court. Et je sais que vous êtes très nombreux à comprendre les règles du baseball. Dans mon public. Franchement, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des fans de baseball. Parce que moi, j'adore ça. Franchement, je vous le dis, j'ai fait ça pendant 5-6 ans facile quand j'étais ado. Ça m'a aidé à devenir fan des States et notamment fan de catch. Parce que si j'avais, je sais pas, bon, enfin, si je suis devenu fan du catch après avoir été fan des States. J'aimais Elvis, j'aimais le baseball, j'aimais tout ce qui était plus ou moins américain. Et le catch, quand j'ai redécouvert ça à 14 ans, je suis waouh, mais c'est trop bon. Et là, j'ai commencé et j'ai pu arrêter. Oh oui, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui devant vous, entre autres. Oh oui. Et donc, voilà, ça annonce un gros SmackDown pour la semaine prochaine. C'était un bon petit SmackDown. J'ai beaucoup aimé cette semaine parce qu'on a vu pas mal de têtes qu'on voit pas souvent. En fait, ça a rebondi après Bash in Berlin, qui était bon, même si c'était un bon pay-per-view, c'était assez flat quand même au niveau avancement des stories. Et là, c'est bien, on repart sur on repart, je pense, pour 2 ou 3 mois de SmackDown qui vont être pas mal. Parce que d'autant plus que donc la semaine prochaine, on va avoir un gros SmackDown pour le début de la saison. Alors, je sais pas pourquoi ils disent ça, vu qu'il n'y a pas de vacances, en fait. Ça, j'ai jamais vraiment compris en catch. Pourquoi la WWE fait The Season Premiere SmackDown. Ouais, mais en fait, Season Premiere, pour moi, c'est quand tu sors de 1 ou 2 mois de break, tu vois, c'est la reprise, tu vois, la reprise du championnat. Là, vu qu'on catch toute l'année, bon, enfin, vu qu'il y a des shows toutes les semaines, il n'y a pas vraiment de fin de saison, tu vois. Enfin bon, c'est moi, c'est comme ça que je pense. Ouais, donc ça annonce un gros SmackDown pour la semaine prochaine, et je pense très certainement que nous verrons un retour du règne des Romains. Oh oui, mes amis. Review assez courte, 35 minutes, mais c'est parce que je pense que ça s'est fait naturellement. Ce SmackDown était comme Dynamite de cette semaine à EW, ça a été assez digeste, ça s'est enchaîné naturellement, il y a eu quasiment que du bon. Ouais, je pense que le match de la soirée, ça reste Bayley et Tiffany Stratton, deux grosses catcheuses. Et donc vous avez vu, donc j'ai posté hier. Enfin, attention, le vlog était fini depuis une bonne semaine, hein, mais je l'ai publié hier après avoir enfin terminé les sous-titres anglais, parce que tous les catcheurs qui faisaient partie de la tournée m'ont dit ouais, mais les sous-titres anglais si tu peux, parce que t'étais le seul qui a immortalisé l'événement, qui était un show historique, hein, premier show de catch dans le village natal de Bruno. Je vous invite à aller voir ce vlog parce que c'est franchement, les énergies étaient spéciales, et comme je le dis dans le vlog, j'essaie toujours de me plonger historiquement et énergétiquement dans l'état d'esprit des gens tels qu'ils étaient à l'époque, et notamment de me dire waouh, qu'est-ce qu'a ressenti Bruno quand il est revenu dans ce village après tant d'années passées là-bas aux States, à devenir quasiment sûr un millionnaire. Et le mec, il revient en 2002, je crois, la première fois, et après en 2017 pour ça. Non, il était mort déjà en 2017 ? Non, peut-être pas encore. Bon, bref, et ils ont mis une statue de lui dans ce village. Et rien que le chemin pour y aller, je vous dis, c'est un chemin de campagne. Hein, c'est des routes sinueuses, hein, avec des épingles à cheveux qui montent le long d'une colline et d'une montagne. Waouh, ça devait être énorme. Et franchement, le show était franchement bien. Bon, par contre, il n'a plus tout le show. Alors, dans un sens, bel esprit, parce que un peu comme Giovanni Vinci, j'étais bien brillant tout le match. D'ailleurs, en vidéo, ça ressort assez bien, d'ailleurs, le physique. Mais ouais, c'était... j'étais loin d'être au maximum de mes capacités, parce que la bâche était ultra glissante. Pour mon premier match, ça allait, parce qu'il pleuviotait. Mais après 1h30 de show de pluie, la bâche était trempée. Et ça glissait bien, même si c'était du tissu, même si c'était pas du plastique brillant, c'était franchement vachement casse-gueule. Et d'autant plus que les bottes les bottes noires que j'ai sur ce show, parce que j'avais qu'une paire de bottes. Normalement, quand je fais le français, j'ai les bottes blanches. Mais là, comme j'étais parti pour 10 jours sur la route après, parce qu'il y avait eu le stage Brawl Spirit, j'avais pris les mêmes bottes pour faire le français et le Spartiate la semaine d'après en Suisse. Et en fait, voilà, j'avais favorisé les bottes noires parce que j'avais pas faire le Spartiate avec des bottes blanches et le drapeau français dessus. Et donc, ouais, les semelles sur ces bottes sont littéralement lisses. Elles sont lisses, mais vraiment lisses. Il n'y a même pas des petites rainures. Il faudrait que je les fasse changer d'ailleurs. Mais bon, je les ai achetées comme ça. Et ouais, c'était franchement, je pense que j'ai eu que des bons retours. Donc merci à vous, merci de regarder. Mais je vous le conseille sincèrement ce vlog, parce que c'était
c'est pareil. Ça. Moi, j'aime bien aussi au final faire des vlogs parce que ça immortalise des week-ends et des moments que sinon, j'aurais que en souvenir dans ma tête. Et forcément, les souvenirs sont toujours moins précis et moins vivants que d'immortaliser cela en vidéo. Oh oui! Oh oui! Et mes amis, donc, en parlant d'immortaliser des choses en vidéo, la question de la semaine sélectionnée est celle de Med Rafik qui me dit: bonjour monsieur Laroufa, non c'est Larufa mais on prononce des fois Laroufa mais il n'y a pas de problème. D'abord good game pour les vidéos, c'est de l'excellent travail, mais bon ça je sais que tu le sais déjà. Alors je ne vais pas dire que je le sais déjà, mais beaucoup de gens me le disent, donc bel esprit. Oh oui, oui. En regardant tes reviews, ça m'a donné envie d'aller voir tes matchs à la Rix avec un E quand même s'il te plaît, et je me suis retrouvé à suivre le produit. Esprit. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui empêche la Rix d'être retransmise à la télé et que manque-t-il à cette dernière pour qu'elle le soit alors qu'elle propose du bon catch et un produit de qualité? J'espère que tu sélectionneras ma question, ce qui vient d'être fait. Bonne continuation et surtout bel esprit, oh oui, avec 2 biceps qui flex. Bon, mes amis et mon ami Med Rafik, c'est une question fou, c'est très général. Alors déjà, primo, qu'est-ce qui empêche la Rix d'être transmise à la télé? Rien du tout en fait. Il n'y a pas quelque chose qui empêche la Rix d'être transmise à la télé. Je pense qu'il faudrait énormément de divers éléments pour que ça arrive. Primo, il faudrait déjà un représentant qui ait des bons contacts à la télé, qui viennent avec des cassettes de la Rix et qui disent: regardez, je vous laisse diffuser ça, je vous offre les shows, ou alors je vous les vends pour pas beaucoup, et je vous les laisse diffuser online. Déjà, c'est le premier truc. Ensuite, donc il faudrait trouver une chaîne de télé qui serait intéressée par ça. Ensuite, il faut un contact, donc une chaîne de télé intéressée. Il faut aussi savoir le format qu'ils rechercheraient. Est-ce que ça serait un format hebdomadaire, mensuel, tu vois, une fois de temps en temps? Parce que là, entre guillemets, le problème, c'est qu'à la Rix, ça fait un show, même pas un show par mois. En tout cas, les shows principaux, pas les intrépides. Les intrépides, je connais pas, je suis pas dessus. Mais si la télé veut un produit hebdomadaire, ben, il faut que la Rix fasse ça. Et pour l'instant, je pense pas que logistiquement ce soit possible. Ensuite, ça reste filmé quand même avec juste 2 ou 3 caméras maximum. Je pense que c'est pas assez pour un produit télé. Et il faut voir aussi si la qualité audiovisuelle est adaptée aujourd'hui aux chaînes de télé numériques en ultra haute définition 4K. Ça aussi, c'est important. Parce que je pense que ça pourrait bloquer le deal. Hein. Si vos shows ne sont pas filmés en 4K, bon, ben, on ne peut pas les diffuser à la télé. Ensuite, le truc de façon plus générale, plus au-dessus de la Rix, ce qui manque, parce qu'on me demande souvent qu'est-ce qui manque au catch en France pour décoller. Un investisseur avec de la thune. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais je le dis souvent en message parce qu'on me pose toujours au moins une fois la question en général au stage ou aux entraînements, enfin, de session, quand je fais toujours un Q&A, qui est un moment très important d'ailleurs, hein, pour tous ceux qui font du catch ou quoi. Moi, je ne veux pas dire favoriser le Q&A par rapport au catch physique, mais oui, favoriser quand même cet instant d'échange parce que vous apprenez en fait beaucoup plus des fois, juste en parlant et en enregistrant les informations qu'en prenant des chutes dans le ring. Ça, c'est indéniable. Moi, les meilleures leçons, les meilleurs souvenirs que j'ai jamais appris, c'était quand je posais des questions à des légendes du catch. Comme je redis, Roddy Piper, Bret Hart, Undertaker, Dusty Rhodes, Ric Flair. Ric Flair, je l'avais rencontré plusieurs fois parce qu'il venait nous voir dans les vestiaires à Tampa en 2012-2013. Très gentil, il était très marrant, Ric Flair. Surtout dans les termes qu'il utilisait pour parler de certaines catcheurs ou catcheuses. Ouais, mais je peux pas les dire à l'écran. C'est vraiment le dirtiest player in the game, le joueur le plus dégueulasse du business, le plus ripou. Et donc ouais, comme on pose toujours la question lors de stage, en fait voilà, un investisseur avec de l'argent, un mec avec 1 ou 2 millions qui se dit, tu sais quoi, j'aime le catch, je crois dans le catch et on va tenter de faire un bon truc. Un mec comme Tony Khan. Un mec comme Tony Khan, qui est fan de catch depuis qu'il grandit et qui a un portefeuille, pas illimité, mais presque. Ce gars-là, s'il s'associe aux bonnes personnes et aux bonnes personnes qui savent ce qu'elles font, notamment dans le catch en France, yo, the sky is the limit, le ciel est la limite. Après, il ne faudrait pas faire un produit juste français, il faudrait faire un produit européen, parce que la France est trop petit niveau territoire pour vraiment lancer un truc, j'allais dire de taille WWE, on n'y arrivera jamais, hein. Même taille AEW, on n'arrivera jamais, mais un truc européen, ça pourrait vraiment le faire. Parce qu'ils le font en Angleterre, enfin en Angleterre, là pour l'instant, World of Sport qui relance, c'est plutôt axé catch british, mais c'est pareil, un jour ou l'autre, ils vont devoir faire venir des catcheurs européens, parce que tu peux pas faire juste un produit avec juste des catcheurs anglais, et non seulement ça va être répétitif, tu n'en auras pas assez, je pense, surtout des catcheurs doués, alors qu'à travers toute l'Europe, tu as d'excellents catcheurs qui demandent que ça, justement, de catcher sur une plateforme digne de ce nom. Donc ouais, voilà, les facteurs sont multiples pour ce genre de questions, mais principalement, c'est toujours pareil, c'est la thune. L'argent, le nerf de la guerre. Après, moi, l'argent, justement,
beaucoup disent ah, l'argent, ils considèrent ça comme le mal incarné. Oui et non. L'argent, c'est de l'énergie. L'argent, j'allais dire, ça devient quelque chose, entre guillemets, de mauvais, de polarité mauvaise, encore une fois, par rapport au Kybalion et aux principes hermétiques on les a tous fait là, dans les commentaires. Donc, bel esprit, il y en a 2 ou 3, vous suivez. Oh oui, oui, vous avez le bel esprit, le 3e œil ouvert représente. Et l'argent devient quelque chose, entre guillemets, de mauvais par rapport à ce qu'on fait. L'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est exactement comme entre guillemets, comme une arme, un pistolet. Un pistolet, on peut s'en servir pour protéger sa famille ou tuer ou cambrioler une banque. Partie de là, l'argent, c'est pareil. On peut s'en servir pour faire quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Et donc, un mec qui arrive et qui dit « Allez, Tom, voilà, j'ai 5 millions d'euros. Comment il faudrait qu'on fasse pour lancer un produit catch français ou européen ?» Et bien là, on s'assoit, on parle pendant 3 ou 4 heures et on étudie toutes les possibilités possibles. Et là, pour en revenir à ta question, est-ce que la RIX pourrait être un produit national actuellement? J'ai envie de dire non, parce que tout n'est pas assez développé. Tu vois, il faudrait plusieurs storylines, il faudrait avoir un comité de booking, il faudrait beaucoup plus de segments dans les vestiaires, il faudrait une bonne présentation de chaque personnage, il faudrait des bons commentateurs aussi. Et d'ailleurs pour ça, je rebondis là-dessus en te disant, mes amis, alors, parlons un peu, bon attends, d'abord je finis de répondre à ta question, mais voilà, donc, elle a un énorme potentiel, la RIX, mais je pense pas qu'elle soit prête pour vraiment être à la télé demain, tu vois. Non, il faudrait une petite période d'adaptation, de l'argent, je le redis encore une fois, si tu n'as pas encore compris. Et là, par contre, faire un gros brainstorming et voir, ok, là ça va, là on est faible, là on est fort sur ce point-là, et bosser sur les points qui font défaut. Et les points qui sont bons, les améliorer encore plus. Pareil, voilà, il faudrait une belle entrée, parce que l'entrée est magnifique à la RIX, mais bon, ça reste quand même du catch indie. Il faudrait genre des gros écrans, une structure beaucoup plus imposante, des plus grosses salles, une meilleure communication, tout ce genre de trucs, tu vois. Donc voilà, c'est ma question, ma réponse à ta question. Et donc par rapport aux commentaires, alors mes amis, le planning, nous reverrons très fortement demain pour la review de All Out, AEW All Out. Jetez-vous sur le vlog également. N'hésitez pas, Bruno Sammartino. Bon, ça c'est intemporel, là, vous pouvez le regarder dans 3 semaines. Ça sera la même vidéo, tout aussi pertinente. Et alors, next week, je préfère vous le dire tout de suite, parce que là, je vais commencer à bosser dessus aujourd'hui. Soit la première TLR Stories, mais si elle ne rend pas aussi bien que j'ai envie qu'elle rende, vous aurez plutôt à la place une vidéo donc vis-à-vis des commentaires donc de French Wrestling Beast et moi-même qui commentons 45 minutes de ICWA Révolution 14. Qui sera disponible sur le TPW Premium, qui est quasiment prêt. Alors là, c'est bon, ils ont refait tout le site. Là, ça a vraiment de la gueule. Et oh oui, vous allez franchement adorer. Et je vous redis, même moi, il me tarde d'entendre, parce que j'ai eu que 2 shows, en fait, sous les yeux jusqu'à présent, commentés par moi-même et Guillaume. Vous allez kiffer, franchement. Franchement, bel esprit. Et il y a des shows que je commente seul, d'ailleurs, un peu en mode Joey Styles, c'est les Rage, les shows des débutants de la TPW, et franchement le contenu va être top, la présentation va être top, et vous allez kiffer. Donc si jamais la première TLR Stories n'est pas prête pour le 11 septembre 2024, par rapport à 10 ans, anniversaire de quelque chose qui s'est passé, 10 ans plus tôt, petit clin d'œil, si cette vidéo n'est pas prête ou ne rend pas encore aussi bien que j'ai envie qu'elle le rende, eh ben je posterai donc la vidéo des 45 minutes, 3/4 d'heure de commentaires par French Wrestling Beast et Tom LaRuffa d'un show ICWA disponible sur TPW Premium. Et de toute façon, TLR Story sortira avant la fin du mois. Ça, c'est une promesse. Pourquoi? Parce que quand on a le bel esprit, on tient ses promesses. Oh oui mes amis, c'était Tom LaRuffa pour la hashtag TLR Reviews de SmackDown du 6 septembre 2024. Nous nous voyons demain pour AEW All Out. Oh oui mes amis. Oh.